Tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à la conférence que j'avais donnée en novembre dernier, le 27 novembre, pour l'Université de Fribourg, pour le département de pédagogie spécialisée, pour le cours dans le département de pédagogie spécialisée que j'avais donné et que j'avais ouverte au public. Donc certaines personnes sont venues et puis d'autres personnes m'avaient dit ça m'intéresse, je suis très intéressée, mais par contre je ne pourrais pas venir parce que je travaille, parce que c'est très loin, c'est trop loin. Mais ils étaient intéressés. Donc je me suis dit que je lui fais toujours un compte rendu des conférences que je donne. Voilà, normalement je les fais par écrit sur mon blog. Peut-être que là, je les mettrai aussi sur ma page Facebook. Mais voilà, vu que maintenant je fais des vidéos et puis qu'en plus, cette fois-ci, plusieurs personnes m'ont dit ouais, c'est dommage, je suis intéressée, mais je ne peux pas venir. Je me suis dit que je ferais ce compte rendu par vidéo pour de nouveau que ça soit accessible au plus grand nombre d'entre vous. Donc c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc c'est un peu la découverte pour tout le monde. Alors, voilà, c'était donc j'ai pris quelques notes par rapport à ça. C'est une conférence qui a duré 1 heure et demie. Donc normalement j'essaie de faire des vidéos plus ou moins courtes, de 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus, un peu moins, ça dépend les thèmes que j'aborde. Quand je fais de la vie quotidienne, ça dépend aussi combien de temps je prends pour faire les choses. Mais bon, voilà, cette vidéo-là, pour ce cours qui a duré 1 heure et demie, en fait, je vais le faire en 2 fois. Parce que premièrement, c'était par rapport au premier livre, les questions par rapport au premier livre, pourquoi j'ai écrit ce premier livre, tous des questionnements par rapport au premier livre. Et puis, ensuite, toutes des questions par rapport au deuxième livre. Donc je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos. Donc aujourd'hui, on fait la vidéo par rapport au premier livre, Patience enragée. Voilà. Et puis, alors cette conférence, c'était donc pour des étudiants en pédagogie qui font le cours de pédagogie spécialisée. Ce sont des enseignants, des étudiants, futurs enseignants ordinaires ou enseignants spécialisés. Et puis, si je ne me trompe pas, il y a aussi des étudiants en psychologie. Voilà. Alors, la première question de l'assistante du professeur qui était là cette année pour faire la conférence avec moi, c'était pourquoi j'ai écrit mon premier livre, Patience enragée, qui est donc ici, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Voilà. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Donc en fait, à la fin de ma scolarité, qui était en 2000, comptant l'apprentissage, j'avais fait à l'époque un apprentissage de secrétariat bureau, c'était en 2005. C'était une scolarité très difficile. Dans l'ensemble, dans la majorité, malheureusement, très très difficile, avec certaines choses aussi très très belles, très positives, mais en grande majorité, malheureusement, très difficile, très, très perturbante, très, très destructrice parfois. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça, de toute ma scolarité qui a duré une vingtaine d'années? Est-ce que, voilà, il faut que je trouve un métier aussi? Quel genre de métier je peux faire? Et puis, qu'est-ce que je vais faire de cette scolarité qui est enfin terminée? C'était mon sentiment, vraiment, ça a duré longtemps. Des périodes, je pensais que j'allais jamais finir ma scolarité, tellement c'était difficile. Et alors, l'ayant enfin terminé, je me disais, mais il faut que ça serve à des gens. C'était quand même une scolarité très difficile. Je ne veux pas que ça me... garder ça que pour moi.
j'aimerais y sortir, y donner à d'autres pour aider les autres, et puis pour y sortir de moi, parce que quand c'est traumatique, eh bien, il faut sortir de soi-même, autrement ça nous fait du mal pour rien d'autre. Donc c'était vraiment un besoin, une envie de partager pour d'autres, pour les enfants d'aujourd'hui, pour les enfants d'aujourd'hui, avec ou sans handicap, les enfants en situation de handicap qui sont dans des classes ordinaires ou spécialisées, parce que j'ai été dans les deux domaines. Et puis pour les autres élèves de la classe, pour avoir une harmonie de la classe la plus belle possible, la mieux possible pour tout le monde, et pour les enseignants. Et pour les enseignants, pour leur donner des pistes, pour leur donner des aides, parce que souvent, c'est vrai, j'ai entendu que les enseignants, les futurs enseignants, quand je donne des conférences, les étudiants me disent qu'ils n'ont pas beaucoup de cours, ils n'ont pas beaucoup d'aide, ils sont seuls dans leur classe avec leurs élèves et ils n'ont pas d'aide. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus et certains sont en demande d'aide, hein, ils veulent être aidés, ils veulent faire au mieux possible, mais ils n'ont pas beaucoup d'aide. Donc tout ça, je me suis dit, mais voilà, j'ai vraiment eu une expérience riche et puis je peux la transmettre, donc je vais la transmettre. Et c'était l'idée du livre, c'était pour ça. Et puis, par exemple aussi, je me suis un peu posé comme question, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme autre travail? J'ai quand même pas mal réfléchi pendant plusieurs années, et puis visuellement, de faire des études très très longues, je sais pas, ça a été tellement difficile de faire ma scolarité, de la mener jusqu'au bout. Je pense qu'au niveau capacité, j'aurais pu, étant donné que après j'ai pu écrire 2 livres, j'ai pu publier, je donne des conférences, tout ça. Donc voilà, au niveau du cerveau, je pense que ça pourrait marcher bien, mais au niveau visuel, au niveau ouais, physique, quoi, tout ça, je pense que ça serait difficile de pouvoir faire des études d'une manière classique, en tout cas, et puis même si c'est pas tellement classique, si on arrive à avoir des petites aides et tout, mais ouais, je pense que ça reste très difficile. Donc, quoi faire comme autre métier? Et puis même si je ferais un apprentissage de quoi que ce soit, pour beaucoup de choses, très vite, parce que je me connais très bien, je voyais la limitation. Ben oui, est-ce que ouais, je pourrais faire ça? Mais non, là, ça bloquerait pour ci, ça bloquerait pour ça. Mon premier métier de rêve, ça fait longtemps, et ça fait après maintenant longtemps que j'ai tout à fait accepté et que je vis très bien avec, que je ne fais pas ce métier-là d'être fleuriste. Mais fleuriste, c'est pas possible, il faut rester debout toute la journée, faire un bouquet avec une main, je vois pas comment. Les fleuristes utilisent beaucoup aussi des flammes, des cutters, tout ça, et puis bah, c'est trop dangereux, quoi. J'ai déjà qu'une main de valide, donc s'il m'arrive quelque chose avec ma main de valide, on est mal, quoi. donc, donc voilà, alors je me suis dit, ben oui, de commencer de ça, puis très vite, avec les quelques personnes qui m'ont suivi depuis le départ, qui m'ont proposé même cette idée d'écrire, on savait que bah, ça serait une carrière en fait, que voilà, je développe, je commence à développer, j'ai commencé à développer mon métier par rapport à ça. Ouais, je me suis pas dit, j'ai créé ce livre pour l'écrire, pour le sortir, pour le publier, pour le lancer, et puis après voilà, et puis après j'arrête d'écrire et je retourne dans un truc beaucoup plus classique et je retourne dans les questionnements, qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle. On savait que c'était vraiment pour en faire un métier. Alors voilà, c'était pourquoi j'ai écrit ce livre. Et puis il y a et ensuite l'assistante m'a demandé de d'écrire l'image de première de couverture de mon livre, d'expliquer ce que c'est, puis pourquoi j'avais choisi cette première de couverture. Et là, j'ai trouvé très intéressant de vous expliquer ça aussi
en vidéo parce que dans les vidéos, bon, j'explique pourquoi je donne des vidéos, que j'écris des livres et tout, vous savez, mais je ne sais pas le nombre d'entre vous qui ont lu le bouquin, qui sont intéressés par lire le bouquin en écoutant les vidéos, en regardant les vidéos. Donc en fait, cette image du livre, ben, je ne sais pas non plus si vous savez ce que ça représente. Alors, au niveau, voilà, là c'est pas mal, on n'est plus dans la lumière au niveau pour expliquer. Je vais aussi, oui, je vais aussi mettre l'image du livre, voilà, il faut que je le garde comme ça. Donc c'est tout du direct, hein. Je vais mettre aussi l'image du livre sur, sur ma page Facebook en tout cas. Et sur mon blog, bah, elle est déjà hein, l'image du livre. Donc là, avec les explications que je vais vous donner maintenant, si vous allez retrouver l'image du livre sur ma page Facebook ou sur mon blog, peut-être que vous verrez mieux. Peut-être aussi parce que moi, avec l'autre main, là, je ne peux pas tellement vous montrer ce que je vais vous parler en fait. Donc peut-être que vous verrez mieux en allant sur la page Facebook, retrouver cette image. Donc, c'était la question de qu'est-ce qu'est cette image. En fait, c'est mon champ visuel. Alors, qu'est-ce qu'un champ visuel? C'est la question qui a été posée aux étudiants, que j'ai posée aux étudiants, parce que j'aime bien aussi les entendre et puis savoir comprendre ce qu'ils savent avant que moi j'arrive et puis qu'on discute, que je leur explique les choses et tout. Donc le champ visuel, c'est vraiment, normalement on a un champ visuel de 180 degrés. Ça veut dire que en gardant la tête droite, fixe, les yeux, on regarde droit devant, on peut, en écartant les bras, tout tendus, apercevoir nos doigts qui bougent. Et tout ça, avec les bras écartés, fait un champ visuel de 180 degrés. C'est la largeur qu'on voit. Et puis alors moi, mon champ visuel, il n'est pas du tout de 180 degrés. Je sais pas le chiffre. Franchement, je ne sais pas le chiffre. En fait, d'une part, ça je n'ai pas tellement dit dans la conférence, mais ça se recouple avec ce que j'ai expliqué avec l'image du livre. Mon champ visuel, déjà que je vois que d'un œil, donc ouais, c'est un champ visuel que d'un œil, donc déjà c'est pas 180, c'est la moitié de 180. Et puis c'est que j'ai perdu le fil là, mais voilà, c'est mon champ visuel, c'est comme, donc on se bouche un œil et puis avec l'autre, devant l'autre œil, on met un rouleau de papier toilette devant. Et le rond du rouleau de papier toilette, c'est mon champ visuel, la largeur de ce que je vois. Donc ouais, c'est vraiment pas 180 degrés. Voilà, alors ces points qu'on voit, en fait il y a des carrés noirs, des ovales et des croix. Je ne sais pas si on distingue vraiment bien les ovales des croix sur l'image là du livre qu'on voit ici. Je vais rapprocher un peu un petit moment, essayer que vous voyez. Voilà. Donc de nouveau, hein, si vous ne voyez pas là tout de suite, allez retrouver l'image du livre sur ma page Facebook ou mon blog. Et puis alors, c'est donc les carrés noirs, c'est ce que je vois pas. Donc on voit très bien, voilà, on voit très bien que toute la moitié du champ visuel qui a été pris avec l'œil qui voit, hein, avec l'œil droit, parce qu'avec l'œil gauche, on ne fait même pas de champ visuel, ça ne fonctionne pas, il ne voit rien du tout. Donc la moitié de champ visuel avec l'œil droit, il ne voit rien. Parce que c'est bien pour ça qu'on a deux yeux. Un œil voit d'un côté et l'autre œil voit de l'autre côté. Et puis le côté qui voit, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, de troublant, de difficile là-dedans, c'est que dans ce côté
qui voit, qui est censé voir, parce que je vois quand même un peu, hein, ben, il y a beaucoup de carrés noirs aussi. Il y a des croix, donc ça, les croix c'est ce que je vois parfaitement. Les ovales c'est ce que je perçois, et les carrés noirs c'est ce que je vois pas. Donc il y a aussi des croix et des ovales, mais il y a beaucoup de carrés noirs. Et ça c'est grave. Ça fait vraiment qu'en fait, je vois vraiment pas énormément, je vois vraiment pas très bien, en fin de compte. Voilà, alors c'était une petite explication de l'image du livre. Et puis pourquoi j'ai décidé de prendre l'image du livre, je trouvais que ça donnait assez bien sur une couverture, et puis surtout que c'était une bonne explication, quoi. Je veux dire, par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu à l'école, quand on a décidé de choisir l'image du livre, et ben, très vite, moi je me suis dit, il faut mettre l'image du champ visuel, c'est vraiment une bonne entrée en matière, même si pas tout le monde, loin de là, en lisant le livre, comprend que cette image est mon champ visuel, mais voilà, moi je trouvais sympa de mettre ça comme image, et voilà. Donc ça, c'était la question de pourquoi cette image du livre. Ensuite, donc toute cette problématique de ce champ visuel complètement faussé, complètement restreint, complètement difficile, fait que les déplacements sont très très difficiles pour moi, que tout le côté spatial est très difficile, la représentation spatiale, gauche, droite, aller quelque part, j'ai pas de mémoire visuelle non plus. C'est comme ça, j'ai une très bonne mémoire, mémoire ordinaire, quoi. On me dit quelque chose, on veut que je me rappelle d'une date ou quoi que ce soit, ou si quelqu'un a besoin de se rappeler quelque chose qui n'a pas une bonne mémoire, il me dit à moi, et moi je m'en souviens, on me dit une chose une fois, et je me souviens. Mais la mémoire visuelle, parce que moi j'ai appelé la mémoire visuelle, je ne sais pas s'il y en a un autre nom médicalement vraiment, mais enfin voilà, la mémoire visuelle chez moi, elle est quasiment inexistante. Ça veut dire que j'arrive pas à me souvenir des choses, des endroits où je dois aller, du chemin que je dois prendre pour aller d'un endroit à un autre, même des visages des gens, de comment ils étaient habillés, de tout ça. J'arrive pas à me souvenir des choses à chaque fois que c'est visuel. Pour aller quelque part, eh bien, soit c'est très difficile, je n'arrive pas à aller à l'endroit que je veux aller, donc souvent, je vais aussi souvent à des endroits tout seul, mais c'est pour ça que je me perds, c'est pour ça que c'est compliqué, ou bien j'apprends une manière d'aller à quelque part. C'est pas forcément la manière la plus facile, la plus courte, la plus évidente pour quelqu'un d'autre, mais moi c'est ce qui me convient le mieux. Et puis voilà, j'ai appris d'une façon d'aller d'un point A à un point B, et j'irai toujours de cette façon. Et puis des fois, j'arrive pas à me souvenir, et il faudrait que j'aille à un endroit très régulièrement pour pouvoir y aller seule. Je vais à des endroits seuls, mais souvent c'est des endroits que je sais, que je fais toujours le même parcours, ou bien je vais à un endroit, jusqu'à un tel endroit je peux aller, puis ensuite je demande à l'ami avec qui je suis ou quoi que ce soit qui vienne me retrouver là, et puis qu'on fasse le reste du bout de chemin ensemble, parce que je ne peux pas le faire seule. Donc là, tout ce qui est du spatial, du fait du handicap visuel et du fait du handicap physique, est très compliqué. C'est vrai que souvent les personnes non-voyantes, mais uniquement non-voyantes, qui n'ont pas un handicap physique également, ont un sens de l'orientation beaucoup mieux que le mien.
Et puis moi, ça m'a beaucoup interpellée. J'étais là, mais comment ça se fait? Quelqu'un qui voit rien du tout, il se débrouille mieux que moi. Ça fait con en plus, ça fait bizarre. C'est difficile à expliquer, les gens comprennent pas. Ouais, comment ça se fait que ton ami qui voit rien du tout, il se débrouille mieux, il arrive à l'heure alors que toi tu arrives en retard. Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir une explication par rapport à cette question par un professeur psychologue spécialisé dans toutes ces questions du handicap pour les enfants, dont il y a un chapitre dans le livre, dans mon premier livre Patience enragée, qui parle de ça. Et cette personne m'avait dit, ça c'est un peu des choses que je rajoute, que j'ai pas dit dans la conférence, mais voilà, c'est des choses qui vont ensemble, donc je rajoute. Et cette personne m'avait dit qu'en fait, pour les personnes qui sont que très malvoyantes ou aveugles, surtout aveugles et surtout qui n'ont pas un handicap physique à côté, ben, ils peuvent se fier à d'autres techniques, à d'autres repères que le visuel, que moi je peux pas. Mon visuel est faussé, est cassé, est très minime, et puis tout mon côté physique est aussi biaisé, est aussi cassé, est aussi très limité. Donc j'ai pratiquement pas à quoi me fier pour me construire une compréhension spatiale ordinaire. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi. Voilà. Ensuite, il y a une étudiante qui m'a demandé dans cette conférence par rapport à ça, pourquoi est-ce que en ayant une hémiplégie droite, c'est mon œil gauche qui ne voit pas. Alors peut-être que certains d'entre vous savez pourquoi, et puis certains d'entre vous ne savez pas. En plus, cette étudiante, elle ne savait pas, je pense, parce qu'elle me posait cette question. Alors que moi, j'ai appris ça très tôt, en fait, que le cerveau gauche commande le côté droit du corps et le cerveau droit commande le côté gauche du corps. Mais c'est comme si on avait deux cordes qui montaient depuis les pieds, tout le corps, comme ça monte, ça monte. Et là, à peu près, avant la tête, les cordes se croisent. Parce que ouais, le cerveau gauche commande le côté droit du corps et le cerveau droit commande le côté gauche du corps. Et mon image, ma façon d'expliquer, c'est toujours que les yeux sont tellement près du corps, du cerveau, que c'est l'œil gauche. L'œil gauche, c'est le cerveau gauche qui est touché chez moi. Donc c'est l'œil gauche parce que l'œil est près du cerveau, mais c'est le côté droit physiquement qui est paralysé parce que ça se fait comme ça se croise. Ensuite, voilà, je disais aussi que l'hémiplégie est un handicap très compliqué à comprendre pour les autres, puis déjà pour soi-même. Je veux dire, voilà, il faut déjà comprendre soi-même ce qui nous arrive. Quand on est petit, on a ça, mais on ne comprend pas, il n'y a pas des cours, on n'a pas une école qui nous apprend ça. Donc déjà, il faut le comprendre pour soi-même, il faut l'intégrer, il faut vivre avec, il faut accepter de vivre avec. Et il faut le comprendre, et encore plus pour les autres, c'est difficile de comprendre cet handicap parce qu'il est, je dis toujours ça moi, je trouve, il est multiple et non visible, ou très peu visible. Il est multiple parce qu'on a bien vu, il y a le côté physique,
Et puis le côté visuel, chez moi. Et après, il y a des gens, ça dépend, il peut y avoir plein de choses dans l'hémiplégie. Il y a des gens qui ont des soucis de langage, des aphasies, il y a des gens qui ont des crises d'épilepsie. Il y a plein de handicaps associés avec l'hémiplégie physique. Et plus que ces handicaps associés, avec ces handicaps associés, il y a la paralysie physique. Donc c'est un handicap multiple et non visible parce que, heureusement, bien heureusement, oui, ouais, on peut quand même marcher, on peut quand même se faire beaucoup de choses, bon, avec beaucoup de thérapie, on arrive à faire ces choses, hein, voilà, le diagnostic, il vient de plus en plus quand on grandit. J'aurais pu être paraplégique, par exemple. Si j'avais pas réussi à me développer, pas réussi à marcher, je serais devenue paraplégique. Mais heureusement, c'était seulement une hémiplégie. Mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis, donc voilà, c'est pas visible. C'est pas visible parce que heureusement, je marche, je me débrouille, je vais quand même à des endroits, je prends le bus, je me déplace. Et les gens ne voient pas tout ce que je dois faire comme comment dire, comme pour me débrouiller, tout ce que je fais ou tout ce que je ne fais pas parce que je sais que je ne vais pas y arriver, ça se voit pas. Ça se voit pas. Les gens, des fois, je tombe par terre parce que je perds de l'équilibre ou comme ça, mais ils n'ont pas vu que je marchais avec difficulté, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu que mon bras ne bouge pas. Parce que quand on croise quelqu'un dans la rue, on n'est pas tout le temps en train de bouger comme ça, voilà, faire des grands mouvements. Donc on ne voit pas qu'en fait mon côté est paralysé. Vu que j'ai la grande chance d'avoir réussi à marcher et de marcher, je marche. Donc les gens ne voient pas qu'en fait, moi, pour marcher, je dois vraiment me concentrer beaucoup et réfléchir, ouais, vraiment réfléchir au mécanisme de la marche. Voilà. Et si je réfléchis pas, si je marche quand je suis trop fatiguée ou quand je réfléchis pas à ce que je fais, je risque fortement de tomber par terre, ou je tombe, ou je m'encouble, ou ma jambe droite ne suit plus le mouvement, et puis je m'encouble aussi parce que voilà, pour marcher, il faut que les deux jambes cohabitent, quoi. Donc voilà, donc c'est un handicap très compliqué parce qu'il est multiple et très peu visible ou non visible. Il y a des gens, par exemple, de temps en temps, enfin, ça dépend des périodes, mais plusieurs fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit, par exemple, quand je vais dans un magasin, que je vais, pas souvent, mais de temps en temps, qui m'ont dit, une fois, je sais pas, quelqu'un qui m'a dit, mais il va mieux votre bras? Qu'elle m'a demandé. Puis moi, je dis, mais comment il va mieux? Et puis elle me dit, mais oui, parce que en fait, la dernière fois que vous êtes venu, j'ai pensé que vous aviez un bras dans le plâtre. Parce que souvent, je vais essayer de vous faire voir avec la vidéo, vu que je suis assise, souvent je mets mon bras comme ça, pour qu'il soit stable, et que moi, c'est une position avec laquelle j'ai moins de douleur. J'ai un peu moins de douleur, donc j'essaye, je le mets comme ça, pour peu que ça soit l'hiver, que j'ai une veste, un manteau, quelque chose. Ils pensent que j'ai un plâtre. Et puis alors, oui, ou alors si c'est en été, au printemps, et que j'arrive et j'ai une petite veste ou pas de veste, un habit sans manches ou comme ça, ils me disent, ils pensent que j'ai plus mon plâtre. Donc voilà, et certains me disent, mais moi, je sais pas, j'avais rien vu. J'avais rien vu. Donc c'est vraiment un handicap très peu visible. Alors de nouveau, dans un sens c'est super, mais dans un autre sens c'est vraiment compliqué. Un autre exemple que j'ai donné pendant la conférence, c'était au niveau de la marche. Quand j'étais au cycle d'orientation, il y avait un ascenseur.
qui était initialement pour les enseignants, pour les personnes en situation de handicap, mais je veux dire c'était les personnes paraplégiques, vraiment en chaise roulante, et puis pour les personnes qui avaient des jambes cassées, enfin de temps en temps quelque chose, voilà, ils pouvaient aller chercher la clé de l'ascenseur pendant le temps qu'ils avaient besoin. Et puis moi, je l'ai eu cette clé de l'ascenseur parce qu'on a demandé, on a expliqué au directeur, aux décideurs pour avoir cette clé. Donc eux ont compris, on leur a expliqué, ils ont compris, ils m'ont donné cette clé. Mais par contre, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, j'ai pas beaucoup, vraiment très peu pu l'utiliser parce que les autres personnes n'avaient pas compris. Et moi, quand j'arrivais à la fin des cours, on avait du genre, je pense, 5 minutes pour changer de cours, changer de classe, changer d'étage. Et puis, alors moi, j'arrivais devant l'ascenseur, soit il était déjà tellement bondé, il y avait déjà tellement de gens devant l'ascenseur à l'attendre, que moi je partais, parce que je savais que, enfin, je peux marcher quand même, donc voilà, je partais. Ou bien, aussi ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais là et quand je commence à rentrer dans l'ascenseur ou en attendant l'ascenseur, les profs me disaient, me regardaient, me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu veux l'ascenseur? Les profs qui n'étaient pas mes enseignants ne savaient pas que j'avais un handicap, donc voilà, et qu'est-ce que tu fais là? Et je ne pouvais pas leur expliquer, j'avais pas assez de temps. En 5 minutes, je peux monter les escaliers, voilà, le temps d'aller dans l'ascenseur, j'ai pas le temps d'expliquer. Euh, ou bien ils ne comprenaient pas, ouais, ça prenait trop de temps, c'était trop compliqué, voilà, c'est pas facile, ouais, je suis dans une chaise, ça se voit. Donc, une personne va dire à une personne en chaise roulante, je pense, franchement, je serais très surprise, lève-toi et marche, quoi. Alors que moi, on me l'a dit des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Ouais, bah tu peux marcher, hein, tu peux essayer de faire ci, tu peux essayer de faire ça. Donc, ça, c'était une anecdote, enfin, pour vous expliquer que ouais, c'est vraiment un handicap non visible et que c'est compliqué. Et même que j'avais eu cette clé de l'ascenseur, mais en fait, je l'ai très peu utilisée euh, pour, euh, pour cause vraiment d'incompréhension. Et puis, d'expliquer les choses. On nous demande tout le temps d'expliquer les choses. Ben ouais, bah c'est à toi d'expliquer, t'as qu'à expliquer. Mais expliquer, c'est pas facile. Expliquer, c'est pas facile. On n'est pas médecin, on n'a pas le vocabulaire, on est enfant, on est jeune. Maintenant, je suis toujours pas médecin, mais je suis adulte et mon langage s'est développé. Et puis en plus, j'en ai fait mon métier. Et puis, j'ai cherché vraiment les réponses, comment expliquer les choses. Mais quand on est enfant, on ne sait pas. On sait les choses pour nous-mêmes, mais on ne sait pas les expliquer. Et puis si on ne nous demande pas, on va pas nous le dire de nous-mêmes parce que justement c'est compliqué. On le sait pour nous-mêmes, mais on ne sait pas l'expliquer, donc on ne va pas l'expliquer. Et si quelqu'un nous vient, prend le temps et nous demande, je pense, je sais même parce que ça s'est passé pour moi, j'ai vu ça avec d'autres, là qu'on peut expliquer dans un langage d'enfant, voilà, suivant l'âge qu'on a, hein. Mais on peut expliquer. Mais si on nous demande rien, on peut pas, on va pas, c'est pas nous qui allons expliquer de nous-mêmes comme ça en tant qu'enfant, c'est pas possible. Personne ne le fait. Ensuite, une autre étape, une autre question. J'ai un peu du mal à me relire. Ben voilà, je prends pas de notes aussi parce que j'arrive plus à écrire avec la main. J'écris tout à l'ordinateur. Ça fait des années qu'à part faire des petites dédicaces ou ouais, prendre des mini notes, c'est plus faisable pour moi physiquement. Ouais, toute cette question aussi d'expliquer aux gens, de la difficulté d'expliquer quand on est enfant, tout ce que je viens de développer, ben, elle est aussi très difficile quand on a un déficit physique.
Parce que dans la tête des gens, dans l'image des gens du déficit physique, de la personne qui a un déficit physique, pas tout le monde, hein. De nouveau, hein, comme vous savez, je ne fais pas une généralité, mais malheureusement, quand même, pas mal de personnes, pas mal de catégories de personnes pensent que quand on a un déficit physique, on a automatiquement un déficit psychologique ou mental avec. Donc on ne sait pas les choses. On ne nous demande pas aussi de nous expliquer, on ne nous demande pas qu'est-ce qu'on a besoin pour mieux vivre, mieux être compris, mieux pouvoir étudier, aller à l'école, parce qu'on pense qu'on ne comprend pas notre propre déficit. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On le sait, on le comprend, on vit ça soit depuis toujours, soit depuis assez longtemps pour l'avoir compris. On va en thérapie depuis très très longtemps. Après, pas tout le monde réagit pareil, mais j'ai aussi parlé avec d'autres personnes en situation de handicap. Et on dit tous un peu la même chose. D'avoir fait 20 ans de thérapie, moi je me souviens que je parlais, je posais des questions beaucoup à mes thérapeutes. J'ai eu la chance d'avoir une physiothérapeute, peut-être que je l'ai déjà dit, mais qui comprenait très très bien les choses, mais qui comprenait aussi que je comprenais les choses. Elle avait compris ça. Et puis que je voulais apprendre. Que je voulais apprendre. Comme j'ai dit dans la conférence, ben souvent, avec tout ça, ça a fait que j'ai appris à chaque fois des bouts de métier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas physiothérapeute, je ne suis pas ergothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas tout ça. Mais en ayant passé ma vie beaucoup avec des thérapeutes, beaucoup avec des médecins, beaucoup à l'hôpital, beaucoup dans ces endroits avec ces personnes, au lieu de les passer dehors à m'amuser avec des enfants de mon âge, par exemple, ben j'ai appris des choses. Puis moi, j'étais quelqu'un qui posait plein de questions, qui voulait savoir. Donc j'ai appris plein de choses. Et d'ailleurs, certaines personnes, certains enseignants ou professeurs ou psychologues, ou voilà, il m'est arrivé que certains après peut-être m'ont revu en étant adulte ou je sais pas, et puis je me souviens d'un en particulier qui m'avait dit: ah mais toi t'étais, je sais plus quel terme il a employé, mais du genre toi t'étais chiante parce que tu posais toujours des questions, tu voulais comprendre, t'étais un peu contradictoire aussi, tu voulais toujours dans la compréhension, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. C'est un peu l'image qu'il a gardée de moi, mais moi je trouve très très bien d'avoir lutté pour apprendre, pour comprendre. C'est ma vie, c'est moi qui vis avec ça, c'est moi qui vis avec ce corps, hein, c'est moi qui vis avec ces difficultés. Et puis, donc, faut apprendre. Mais, comme j'avais commencé à dire, beaucoup de personnes pensent malheureusement que quand on a un handicap physique, on a automatiquement un handicap psychologique, psychique ou mental avec. Alors que, il y a des gens qui ont des handicaps psy ou des handicaps mentaux, tout à fait. Mais pas tout le monde. Et quand on est juste en chaise roulante ou avec une hémiplégie ou aveugle ou quoi que ce soit de ce genre-là, on n'a pas, il y en a qui ont aussi, mais c'est un autre déficit en plus. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de handicap psychique, psychologique, mental. Mais dans l'image des gens, c'est associé ensemble. Et si les gens pensent qu'on a un handicap mental, eh ben, ils pensent qu'on ne peut pas comprendre, qu'on est débile, qu'on n'a pas la lumière à tous les étages. Certains diront qu'on est allumé, enfin, chacun prend le vocabulaire qu'il veut, mais enfin voilà. Donc on a parlé sur cette question de vraiment comprendre que de loin, pas tout le monde avec un handicap physique a un handicap mental avec.
Voilà, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Voilà, on en a parlé, le handicap multiple et non visible. Et puis peut-être que je vais terminer par cette question d'une étudiante, toujours dans ce cadre du cours, de la conférence que j'avais donnée à Fribourg. Cette étudiante m'avait demandé si je pensais que c'était bien ou pas, et puis comment on pouvait faire, comment elle pouvait faire quand elle voit des gens dans la rue ou que ce soit, mais la rue c'est bien, puis j'ai un exemple par rapport à ça après, qu'elle veut aider, mais que d'une part elle ne sait pas comment, et elle ne sait pas si la personne a besoin d'aide et a envie de l'aide, et s'il faut qu'elle propose son aide ou pas. Qu'est-ce que j'en pensais? Alors moi je lui ai dit que je pense tout dépend comment elle pose sa question. Et elle l'avait posée vraiment avec des termes très, très particuliers. Je crois qu'elle avait dit, mais je veux proposer mon aide. Et ça, je trouve magnifique. Moi, je suis très sensible aux mots que les personnes utilisent. Je crois que peut-être vous avez déjà remarqué dans d'autres vidéos que j'ai faites, les termes qu'on utilise, les personnes en situation de handicap et pas dire les handicapés ou les personnes handicapées. Ouais, moi, je trouve que c'est très important d'avoir un bon vocabulaire. Un bon vocabulaire montre surtout, c'est pas bien parler juste pour bien parler, c'est pour comprendre qu'on a le respect, ouais, comprendre qu'en fait, on respecte les personnes. Donc si on voit une situation, on voit une personne qu'on pense qui est perdue ou qui a besoin d'aide, ou je sais pas, dans un magasin, et ben selon moi, il faut arriver vers la personne, signaler qu'on est là, parce que peut-être que la personne est non-voyante, malvoyante, ou qu'elle est tournée à l'envers, ou j'en sais rien. Et puis proposer, dire est-ce que vous avez besoin d'aide et comment je peux vous aider. Il faut surtout pas, comme j'ai souvent vu, par exemple avec des personnes non-voyantes, arriver, prendre la personne par le bras, parce qu'on voit que la personne est devant une route ou je sais pas. Donc arriver, prendre la personne par le bras, la faire traverser, l'amener en face de la rue et de la laisser comme ça. Mais qui vous dit qu'elle voulait traverser? Qui vous dit qu'elle voulait traverser? Et puis pour une personne non-voyante, malvoyante, ben ça peut être grave, dangereux, parce que peut-être que vous lui avez enlevé les repères qu'elle avait. Peut-être qu'elle attendait quelqu'un, peut-être qu'elle se disait mais est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, et puis qu'elle réfléchissait. Elle n'était peut-être pas devant la route parce que vraiment juste elle voulait la traverser. Et puis surtout, si vous lui faites traverser comme ça, ben elle a ses repères qui sont différents des vôtres. C'est logique parce que comme voilà, si on voit mal ou si on ne voit pas, ben, on n'a pas les mêmes repères que vous, mais on en a. Et si vous les amenez quelque part, sans lui dire après où elle est, pour lui donner de nouveaux repères, bah, elle va être perdue, puis qu'avant, elle n'était pas perdue en fait. Donc vous pouvez aggraver la situation. Mais, dans un autre sens, je trouve super qu'on propose son aide, et j'ai bien dit proposer. Parce que oui, des fois on a besoin d'aide et puis c'est bien volontiers. En tout cas moi j'accepte toujours bien volontiers si c'est bien amené, si c'est amené gentiment, poliment, respectueusement, toujours avec grand plaisir. C'est clair que ben moi je
je demande aussi de l'aide, hein. Je sais, les gens me disent, mais voilà, c'est à vous de demander de l'aide. Alors je comprends très bien, je demande aussi beaucoup souvent de l'aide, mais c'est pas facile hein, de demander tout le temps. C'est pas facile. Il y a quand même de moins en moins, ça commence à bouger, mais il y a quand même encore cette pensée que demander de l'aide, c'est quelque part avec la faiblesse. Alors que pas du tout. Franchement, moi je trouve pas du tout. Demander de l'aide, c'est plutôt une force. Parce qu'on a tous besoin d'aide, plus ou moins souvent, plus ou moins, ça dépend les périodes, ça dépend ce qu'on fait, dans quel domaine on est, dans quel pays on est, tout ça. Mais on a tous besoin d'aide. Et on vit tous ensemble, on vit en communauté. Ouais, donc pour moi, on doit vivre ensemble, on doit s'entraider, on doit se parler, on doit communiquer. Mais toujours est-il que c'est pas dans nos sociétés. Après, on vit ici, on vit pas en Afrique. Mais dans nos sociétés, c'est encore pour, euh, pour certains, pas de nouveau, pour pas toute la population, mais pour une certaine tranche ou des certaines tranches, c'est encore pas très bien vu de demander de l'aide. C'est un peu cette image de quand on demande de l'aide, on est en demande, on est faible, on a besoin, comme l'aide, c'est pas positif. Alors que moi je trouve que non, c'est très positif de demander de l'aide, mais vu que la société ne pense pas toujours comme ça, là c'est aussi difficile de la demander, parce qu'on ne se sent pas accueilli dans notre demande d'aide. Voilà, alors c'était plein de petites choses qu'on a abordées pendant cette conférence de fin novembre à l'Université de Fribourg dans ce cours de pédagogie spécialisée de première année. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère, comme toujours, que ça vous intéressera, que ça vous touchera, que ça vous amènera à vous aussi vous poser des questions ou à me poser des questions s'il y a des passages que vous aimeriez approfondir ou que ça vous a amené d'autres questions que je n'ai pas développées là ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message. Je vais remettre les liens de la page Facebook, du blog, enfin de tout. Je profite déjà, je ferai une deuxième vidéo par rapport au deuxième livre dans ce cours. Mais je profite déjà de remercier encore une fois l'assistante qui a participé, qui était avec moi dans ce cours, qui m'a posé ces questions, qui a mené cette interview. Enfin, moi j'appelle ça une interview, c'était vraiment super. Et puis les étudiants très très participatifs et intéressés. Et puis voilà, poser des belles questions avec du beau vocabulaire. Non, c'était vraiment très bien. J'aime toujours aller aussi à Fribourg. Ça fait 6 ans que j'y vais. Hein. Donc on commence à se connaître. Et puis, non, c'est particulier. J'aime beaucoup cette conférence, le cadre et tout. Enfin voilà, je me sens vraiment bien. Donc voilà, je remercie tout le monde et puis je vous dis à tout bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui va sûrement arriver très prochainement. Et voilà, alors bonne fin de journée, d'après-midi à vous tous et puis à tout bientôt. Ciao ciao!